Merci. Je vais donc essayer de présenter rapidement Jean-Pierre Bouchier. Jean-Pierre Bouchier est un chercheur retraité du CNRS. Il est engagé pour la Palestine depuis la réinvasion des villes palestiniennes en 2002. Il milite pour le boycott d'Israël, campagne BDS, et est membre de l'Union juive française pour la paix, JFP. Il a coordonné la traduction française du livre de Ben White, qui est à l'entrée, Être palestinien en Israël. Puis a publié Palestine, plus d'un siècle de dépossession, que vous avez vu aussi à l'entrée, en 2017. Il a été réédité en 2024. Fin 2023, il a publié avec Michel Collomb Israël, les 100 pires citations, qui est aussi à l'entrée. Alors, pour présenter un peu le livre, je vais essayer d'aller vite. Palestine, plus d'un siècle de dépossession. Les médias israéliens relayés par les grands médias occidentaux nous répètent sous toutes les formes que le 7 octobre était le début de l'histoire. Le Hamas a commencé une guerre contre Israël par haine des Juifs. Israël a le droit de se défendre contre ceux qui veulent sa destruction. Ces médias assimilent Israël implicitement ou explicitement à un pays européen, la seule démocratie au Proche-Orient, et son armée est la plus morale au monde. Israël est présenté comme une tête de pont en Orient, rempart contre la barbarie et le terrorisme islamiste, menaçant l'Occident. Les Palestiniens, comme tous les peuples qui se sont révoltés contre leurs colonisateurs, sont déshumanisés et diabolisés. Sur l'histoire de la colonisation israélienne de la Palestine, comme dit Pierre Stamboul, la propagande sioniste fonctionne sur des idées simples. Les Juifs rentrent chez eux après 2000 ans d'exil. La Palestine était une terre sans peuple pour un peuple sans terre. En 1948, les Arabes sont partis d'eux-mêmes. Après ce qu'ils ont subi, les Juifs ont bien le droit à un pays. À l'heure où les dirigeants israéliens et leur armée sont en train de provoquer une deuxième Nakba avec le génocide en cours à Gaza, il n'a jamais été aussi important de raconter la vérité historique. Pour comprendre le 7 octobre et la guerre d'aujourd'hui, il est indispensable de tracer l'histoire du mouvement sioniste et son projet colonial de peuplement, un projet au service des puissances impérialistes occidentales et son exécution avec leur participation active. Ce livre, le livre de Jean-Pierre Bouchier, montre que depuis 120 ans, l'histoire d'Israël-Palestine se résume à une entreprise de colonisation de peuplement. Pour la réaliser, le colonisateur a en toute impunité spolié, expulsé et fragmenté la société palestinienne. Dans ce livre, on trouve une brève mais très claire analyse historique, s'appuyant sur les citations et des documents d'époque extrêmement parlants et intéressants. L'auteur compile la plupart des grands textes sur la question et donne de très nombreuses références pour ceux qui veulent approfondir l'étude du sujet. C'est un guide précieux pour ceux qui veulent, en un coup d'œil, connaître les étapes les plus importantes de l'histoire du sionisme et de la Palestine. Il faut aussi noter le travail très minutieux de présentation et de la mise en page qui est assez extraordinaire de pertinence et de clarté. Bref, c'est un guide de poche incontournable. Je passe la parole à Jean-Pierre Bouchier pour sa présentation. Merci Abdallah et merci au Temps des Cerises. Je veux dire que quand on est invité par une association qui a un nom pareil, on ne peut venir qu'en toute confiance. Et je vous remercie aussi d'être aussi nombreux ce soir pour m'écouter. Ça m'impressionne même parce que c'est vraiment la première fois que je rencontre autant de monde, sauf pour les conférences scientifiques autrefois, mais c'était il y a longtemps. Oui, Abdallah a dit que j'étais chercheur. Je n'étais pas du tout chercheur en histoire, donc ça ne me qualifiait absolument pas pour parler de la Palestine, mais ça me donnait quand même plus d'avantages. D'une part, quand même l'habitude de chercher, et donc y compris de chercher des sources, de chercher des informations, et puis aussi la maîtrise de l'anglais, sachant que les sources qui parlent de la Palestine, même aujourd'hui c'est vrai, sont à 90% d'anglais, qu'elles viennent de Palestiniens ou qu'elles viennent d'Israéliens ou d'autres. Donc, quand on a la facilité, ma bibliothèque est à nettement plus de 50% en anglais,
quand on a cette facilité-là, ben, ça aide effectivement à apprendre pas mal de choses. Alors, je vais dire quelques mots sur la genèse l'origine, la genèse de ce petit livre, et j'insiste sur l'expression petit livre. Même jusqu'à janvier, il n'avait pas le droit de s'appeler un livre parce qu'il était broché, donc ce n'était qu'une brochure. Ça a commencé, alors ça commence toujours de façon anecdotique. Quelle est l'idée première? C'était en 2003. Sur le plateau du Larzac, il y avait un grand rassemblement festif avec Manu Chao, dont on vous parle beaucoup en ce moment. Et puis, j'étais là-bas avec l'association Force Palestine Solidarité. On distribuait des tracts, il y avait beaucoup de jeunes qui venaient, qui en prenaient, et puis de temps à autre, on discutait. Et je m'apercevais au cours de ces discussions que, oui, spontanément, ils étaient très sensibles à ce qui arrivait aux Palestiniens. Ça c'est complètement évident, mais globalement, ils comprenaient rigoureusement rien, en fait, à ce qui se passait et ce qui leur était arrivé. Pas grand-chose. Quelqu'un me dit, oui, mais Israël, c'est... d'accord, ce qu'ils font, c'est pas bien, mais c'est normal qu'il y ait eu un pays comme ça après ce qui leur est arrivé. Sous-entendu, Israël, c'est un peu le lot de consolation ou la compensation pour le génocide des Juifs en Europe, alors que les Palestiniens, bien entendu, ne sont pour rien dans cette affaire-là, et qu'en plus de ça, c'est pas conforme au déroulé des événements entre 1945 et 1948. Donc là, à chaque fois, je répondais en disant écoutez, oui, vous savez, vous pouvez trouver des informations intéressantes dans un livre qui a été publié il y a 2 ans par Alain Grèche, qui s'appelait Israël-Palestine, vérité sur un conflit, qui a d'ailleurs été réédité cette année. Et en même temps que je disais ça, je me rendais parfaitement compte que, 5 minutes après, ils auraient oublié le nom du titre, le nom de l'auteur, et que certainement, il y avait très peu de chances qu'ils aillent se diriger vers une librairie pour aller commander un bouquin uniquement à la suite d'une discussion comme ça. Donc je me suis dit, il manque quelque chose. Voilà. Et donc tout est parti de là, et j'insiste sur ce fait, tout est parti de l'idée qu'il était souhaitable d'offrir quelque chose d'aussi solide que possible, et d'aussi court que possible. Ça ne fait que 72 pages. Pour un public qui ne sait pas grand-chose, et surtout un public jeune. J'étais très content d'apprendre que certains comités, avec la dernière édition, font maintenant des ventes à la sortie des lycées, ou des rencontres, etc., dans lesquelles ils le proposent à la sortie des lycées. C'est exactement à ça que ça doit servir, sachant que, malheureusement, dans l'enseignement français, on ne peut pas dire qu'il brille sur la formation historique, et en tout cas, certainement pas du tout sur la formation historique, sur ce qui s'est passé en Palestine depuis 120 ans, puisqu'il faut remonter à 120 ans. Donc voilà. Ceci dit, en même temps, ce livre avait quelque chose, même si c'est un petit livre, avait quelque chose de peut-être nouveau. Donc je ne vais pas sur les étapes, c'est-à-dire qu'en 2003, j'ai sorti un petit fascicule comme ça sortait de mon imprimante. Mais ça a été demandé par beaucoup de comités dans le Sud-Ouest. Et puis, le livre actuel, dont c'est la 3e édition, est sorti en 2017. Donc maintenant, il y a, je pense, aux alentours de 8000 exemplaires qui ont été déjà diffusés. Bon. Donc, ce que je voulais dire, oui, ce livre avait aussi quelque chose de peut-être un peu, je dirais pas original, mais en tout cas qu'il fallait avancer au moment où il est sorti. Et là, je vais encore revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire quand j'ai commencé à militer 2002 avec l'association France-Palestine Solidarité à Toulouse, l'AFPS, qui était encore complètement sous le coup du soutien aux accords d'Oslo, pensant qu'il y aurait une voie vers l'arrêt de la colonisation des territoires palestiniens occupés, la création d'un État palestinien,
On insistait donc surtout sur l'idée, bon, vous avez Israël qui fait des choses très très mal, mais avec lesquelles il sera possible d'arriver à un accord, et puis de l'autre côté, les Palestiniens qui, eux, veulent leur État, et qui accepteraient un État sur 22% de la Palestine. Moi, je me suis fait dire, je ne sais pas combien de fois. En d'autres termes, à cette époque-là, grosso modo, l'histoire, elle ne commençait pas au 7 octobre, comme a dit Abdallah, mais elle commençait en 1967. En d'autres termes, avec la colonisation des territoires palestiniens occupés, voilà, nous avons une situation dans laquelle il y a une injustice qu'il va falloir réparer. On parlait très peu, et la FPS publiait très peu de documents sur ce qu'il y avait avant 1967, y compris sur la guerre de 1948, et c'est même, je dirais, au cours entre 2002 et 2010 qu'il y a eu beaucoup d'expositions et d'explications sur la Nakba, c'est-à-dire en fait la guerre à l'issue de laquelle 85% des Palestiniens, dans ce qui a constitué Israël par la suite, ont été expulsés. Quand même quelque chose d'assez énorme. Et même, bien souvent, on s'arrêtait à la Nakba, c'est-à-dire beaucoup de gens, à l'heure actuelle, quand je leur dis, mais à cette époque-là, en 1948, quand Israël a été créé, il y avait déjà une colonisation ancienne, et 35% de la population en Palestine correspondait à ces colonies juives. Ils me regardent en me disant « Ah, mais c'est pas vrai, c'est la première fois que j'entends parler de ça ». En d'autres termes, il y avait la nécessité de, pour un petit livre, de remonter plus haut et d'expliquer que le projet était, non seulement le projet était beaucoup plus ancien, mais les débuts de réalisation du projet avaient déjà duré des dizaines d'années. Bon, pour arriver à une sorte de pré-État qui était prêt à devenir un État mature en très très peu de temps. Et même encore à ce niveau-là, ce n'était pas suffisant. C'est-à-dire que j'ai découvert que, en fait, s'il y a eu effectivement un sionisme, comme on a l'habitude de qualifier de sionisme juif, eh bien, il y avait à côté et avant, et la grande chose qui cache, en quelque sorte, les événements, un sionisme bien plus important et bien plus, à mon avis, aussi grave, ou bien plus grave, qui est le sionisme chrétien. Alors, dans cette brochure-ci, je ne me suis pas aventuré sur ce sujet-là, ça aurait demandé beaucoup de développement, mais quand même, j'ai mis la première page est sur le sionisme chrétien, c'est-à-dire expliquer ce que c'était, et je n'ai pas développé beaucoup sur le fait que le sionisme chrétien continue de jouer un rôle déterminant dans le soutien des États-Unis, bien plus déterminant que le lobby pro-israélien juif, plus important. Et donc, bon, là, mais malgré tout, j'ai voulu présenter ça, je trouve que c'était effectivement une chose à faire. Maintenant, vous allez me demander, oui, mais alors pourquoi connaître, pourquoi savoir tant de choses sur l'histoire ? Je vais juste, avant d'aller sur le livre lui-même, donner un exemple tout récent. Vous avez probablement entendu entendu parler, il y a quelques semaines, ça remonte à 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus exactement, d'une menace d'un des membres du gouvernement d'unité israélien, qui s'appelle Yoav Gallant. Il est quand même ministre des armées, donc c'est pas une colombe, hein, bien évidemment. Cette menace, c'est une menace, il a même donné un ultimatum, je crois que c'est le 6 juin, que si Netanyahou ne met pas en place les conditions d'une reprise en charge au dehors de l'armée de ce qui se passe à Gaza, à ce moment-là, lui, il va quitter le gouvernement. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Et qu'est-ce que ça reflète en profondeur ? Premièrement, le fait que les militaires, d'une manière générale, aiment bien sortir les tanks, etc., faire du nettoyage ethnique et toutes ces choses-là, ils n'aiment pas administrer. Et s'il y a un projet dans les mois qui viennent, comme nous parlons, dont nous parlons tous, c'est-à-dire celui d'une deuxième Nakba, de
pousser les Palestiniens petit à petit, mais en rendant leur vie rigoureusement impossible, à de les pousser à franchir la frontière vers l'Égypte, qui dira non, mais qui l'acceptera quand même. C'est pas le boulot de l'armée. En d'autres termes, pour les militaires, il serait souhaitable de trouver des gens qui vont collaborer d'une manière ou d'une autre, peu importe qui, mais des gens qui, disons, peuvent être des intermédiaires entre Israël et la population civile. Bon, Netanyahou ne veut pas du tout entendre parler de cela. Et en fait, je dirais, non seulement il ne veut pas entendre parler de cela, mais c'est une constante de ce qu'il est politiquement et de ce qu'il représente. Et là, pour comprendre ça, il faut remonter à 1922. Netanyahou est, oui, il est le président du Likoud. Il est le fils d'un autre Netanyahou qui s'appelait, il est mort maintenant depuis quelque temps, Benzion Netanyahou. Benzion Netanyahou a été secrétaire du fondateur du mouvement révisionniste de Jabotinsky. Il a été secrétaire à la fin des années 30 et il a pris la direction, quand il était à New York, de ce mouvement révisionniste entre 1940 et 1943 ou 1944. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que ce mouvement révisionniste ? Je parlerai peut-être un tout petit peu si j'ai le temps, mais une caractéristique constante de ce mouvement politique se résume en une formule: les Palestiniens, ça n'existe pas. Elle a été utilisée par d'autres, mais pour eux, c'est la constante. C'est-à-dire, les Palestiniens n'existent pas, donc nous n'avons pas à discuter même, entreprendre des négociations, etc., avec les Palestiniens. Politiquement, ils n'existent pas. Et par conséquent, c'est nous qui prenons les décisions, nous n'avons pas d'interlocuteur palestinien, nous ne voulons pas en avoir. Beaucoup de gens ont entendu parler de la charte du Hamas, qui a d'ailleurs été changée il y a quelques années. Est-ce que les gens ont entendu parler de la charte du Likoud ? Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens ici dans cette salle qui l'ont lu. Mais si vous lisez la charte du Likoud, vous y lisez quelque chose. C'est la charte du Likoud, elle a 30 ans maintenant. Il est écrit noir sur blanc, il n'y aura jamais d'État palestinien. Point. Autrement dit, les choses sont claires. Tout doit être fait pour éviter et pour empêcher la création d'une quelconque entité qui puisse être appelée Palestine d'une manière ou d'une autre. Donc, ce n'est pas pris en considération. Vous savez aussi, peut-être, que Netanyahou a été parmi les plus virulents opposants aux accords d'Oslo, et que certainement, par son comportement, il porte une responsabilité, sinon physique, au moins une responsabilité morale indiscutable dans l'assassinat de Yitzhak Rabin en 1995. Bon, donc c'était simplement pour donner un exemple, pour dire, bon, à partir d'événements qui sont des événements actuels, l'analyse de ces événements et savoir qui sont ces interlocuteurs et qu'est-ce qu'ils représentent politiquement et quelles sont leurs traditions politiques, c'est important pour comprendre les événements au quotidien. Voilà. Bon, maintenant, je voudrais juste reprendre maintenant un peu le fil. Je vais essayer de... On m'a dit que je pouvais être jusqu'à 9h, ça peut aller, pour laisser du temps à la discussion. Ça sera peut-être un petit peu plus. Pour reprendre la trame historique, et je vais quand même dire quelques mots de ce sionisme chrétien. Alors, je ne vais pas vous donner d'explications religieuses du sionisme chrétien, parce que je serais tout à fait incapable. Je dirais quelques banalités, mais comme j'ai du mal à comprendre, je ne peux pas vraiment le faire. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un courant, une partie du protestantisme, courant religieux, qui s'est développé dès le XVIIIe siècle et qui a été assez formalisé en Angleterre vers 1820, le courant qui s'appelle le restaurationnisme, dans lequel il y avait l'affirmation qu'il est absolument nécessaire, en vue de la fin des temps, que les Juifs soient restaurés, donc c'est tout l'origine du nom, restaurés
dans leur patrie antique. Tout ça, ce sont, inutile de vous dire que pour moi, ce sont des fumisteries au niveau intellectuel. Et donc, cette restauration devait absolument avoir lieu, et que même c'était en fait une nécessité pour les chrétiens de favoriser ça, de façon à pouvoir hâter la venue du Seigneur, le retour du Christ, etc. etc., etc. Bon, je ne rentre pas dans les détails, je ne les comprends pas tous. En tout cas, ce qui est par contre complètement clair, c'est que pendant tout le XIXe siècle, en Grande-Bretagne surtout, ce courant a été extrêmement influent. La formule que tout le monde connaît, un peuple sans terre pour une terre sans peuple, n'a pas été inventé par Israel Zangwill vers 1905, il a été inventé par un lord anglais, Lord Shaftesbury, vers 1850. Il l'a même donné sous toute une série de variantes différentes. Et je vais citer deux personnages. Là, on se rapproche un petit peu plus de l'époque de Theodor Herzl et de la naissance du sionisme juif. Je vais citer deux personnages. Un, il s'appelait... je vais revenir tout de suite... Bon, alors je vais laisser de côté, on va gagner 2 minutes comme ça. Le deuxième, c'était un révérend américain qui s'appelait Blackstone. Donc je vois que Abdallah Bofi lui connaît. Ce révérend donc a, pendant au moins 25 ans ou 30 ans, fait de la propagande partout où il allait, de la propagande pour la restauration, entre guillemets, des Juifs sur la terre de Palestine, selon l'expression qui était employée à l'époque. Et il a eu beaucoup de succès dans ses prêches, si je puis dire, puisque en 1891, c'est 4 ans avant que Theodor Herzl écrive son bouquin « Programme politique, l'état des Juifs ». Donc 1891, ce révérend réunit une grande conférence à Chicago pour promouvoir le projet donc de l'établissement du retour des Juifs en Palestine, c'est un grand succès. Il y a des centaines de personnes qui viennent et il décide, à la suite de ce moment-là, de rédiger un mémorandum, donc un texte, on va faire dans les 25 pages, qui est un texte qui demande au président des États-Unis, rien que ça, de convoquer une conférence internationale afin de décider de la création d'un État juif. C'était avant Theodor Herzl. D'accord ? Ce mémorandum est rédigé et ensuite il circule et il est signé par un nombre incroyable de hautes personnalités américaines, en particulier des hautes personnalités de l'industrie. Vous aviez Rockefeller, vous aviez McCormick pour les tracteurs, vous aviez Carnegie, etc., tout un tas de gens dont les noms sont encore connus à l'heure actuelle. Et finalement, fort de ce mémorandum et de toutes ces signatures prestigieuses, le révérend a rencontré, vous savez qu'on ne rencontre pas directement le président, on rencontre le secrétaire d'État aux États-Unis et a remis le mémorandum et les signatures au secrétaire d'État qui, très comme il le fallait, a transmis le mémorandum au président. J'ai oublié le nom du président, mais en tout cas le président lui n'a rien fait. Ce qui n'est pas tellement étonnant. Il faut dire qu'on est en 1891, il n'y a pas encore une goutte de pétrole qui a été découverte au Moyen-Orient, donc les intérêts américains de ce côté-là sont nuls, et donc finalement, c'est parti à la poubelle. Mais c'est juste simplement pour dire que malgré tout, ça a été un événement international, que bien entendu, tous les futurs sionistes en ont entendu parler, qu'ils ont toujours su qu'ils auraient un soutien de la part de ce genre de personnes, et Theodor Herzl le premier.
Il se trouve, une chose que certaines personnes savent, que Theodor Herzl, entre 1897 et sa mort, en 2004, son plus proche conseiller était là aussi, je ne sais pas s'il était prêtre ou révérend, qui s'appelait Heschler. Je crois avoir son nom quelque part. Oui, William Heschler, révérend chrétien. D'accord. Bon, donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est pas simplement de l'histoire ancienne. Il faut savoir que, lorsque la déclaration Balfour de 1917, déclaration dans laquelle, je vais juste y revenir après, dans laquelle, grosso modo, la Grande-Bretagne s'engageait pour favoriser la création d'un État juif en Palestine. Sur tous les membres du gouvernement Balfour, il y en avait 8 qui étaient des sionistes chrétiens, dont Balfour lui-même. Il y avait un seul opposant à cette idée de la déclaration de Balfour, et lui, il était juif. Il s'appelait Lord Montagu. Donc, vous voyez que voilà, un gouvernement de chrétiens, protestants, complètement conditionné par l'idée que le retour des Juifs en Palestine est une bonne chose. On retrouve, et ça c'est expliqué dans le livre de Jean-Pierre Filul, à peu près la même situation avec le forcing des États-Unis pour faire admettre la résolution au partage de la Palestine en 1947. Alors je repars un tout petit peu en arrière. Bien. Donc, revenons maintenant un petit peu à l'histoire classique. 1895, Theodor Herzl publie son livre, L'État des Juifs, et il faut l'avouer, c'est un organisateur né, très, très compétent, ayant beaucoup de relations, du fait que c'est un journaliste international, disons, de haut niveau. Et 2 ans après, il convoque le premier congrès sioniste à Bâle, et le congrès sioniste prend 4 décisions, et je vais les citer telles qu'elles ont été rédigées. Premièrement, premier objectif du congrès, la création en Palestine, pour le peuple juif, d'un foyer, à cette époque-là on n'ose pas dire État, hein, donc on dit foyer, ça passe plus facilement, garanti par le droit public. Ensuite, encouragement systématique de la colonisation de la Palestine par l'établissement d'agriculteurs, d'artisans et d'ouvriers juifs. Donc, il ne s'agit pas du tout de créer une colonie dans laquelle des juifs vont administrer un pays avec ses habitants, qui représentaient 95% de la population à l'époque. Il s'agit bien, dès le début, d'un projet de colonisation, ce qu'on appelle des colonisations de peuplement. Colonisation de peuplement, exemple type, les États-Unis, le Canada bien sûr, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et puis dans une certaine mesure, mais ça n'a pas été très 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 loin parce que ça n'a pas été vraiment théorisé, l'Algérie française à l'époque, voilà. Donc, qui était aussi une colonisation de peuplement. Bon, et il y a d'autres exemples. Donc c'est une colonisation dont le but et l'objectif politique est celui de la substitution d'une population par une autre. Il faut bien comprendre que ça, c'est présent dès 1897. Ensuite, organisation et fédération de tout le judaïsme au moyen de sociétés locales et de fédérations générales dans la mesure où le permettent les lois. Autrement dit, créer des organisations sionistes partout. Un des objectifs qui pour les sionistes est essentiel, c'est de combattre toute idée d'assimilation. Et ça s'est retrouvé dans tout le cours depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, je pourrais donner des exemples. En d'autres termes, la hantise du mouvement sioniste, c'est que, tout simplement, les juifs puissent se marier à des non-juifs, qu'il puisse y avoir des échanges comme ceci, comme cela, comme ça se passe un peu aux États-Unis, et même pas mal d'ailleurs aux États-Unis, et que donc finalement, dire, bon voilà, moi je suis juif, mon voisin il est chrétien, etc., mais ça se passe pas si mal, et donc j'ai pas besoin d'aller me foutre dans un pays particulier, je peux très très bien vivre ma judaïté partout.
Ça, c'est ce que pour les sionistes, c'est l'assimilation, et c'est la pire des choses. Il y a un des ministres israéliens, il y a 4 ans de ça à peu près, qui a été faire un voyage aux États-Unis. Il est revenu et il a fait une déclaration à la presse dans laquelle il dit je reviens des États-Unis et je suis absolument affolé par ce que j'ai vu. Nous avons, et il le dit comme ça, il le dit avec ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, nous avons perdu 6 millions de Juifs. En d'autres termes, le simple fait que l'antisémitisme, bien sûr, il existe dans tous les pays, y compris aux États-Unis, mais enfin, je veux dire, bon, il n'y a pas de problème majeur pour les 6 millions de Juifs qui vivent aux États-Unis, et qu'il y a effectivement beaucoup de mariages mixtes, et donc il y a une relativisation de la judaïté comme religion privée. Pour les sionistes, c'est une horreur absolue, et le chiffre de 6 millions, vous savez très bien ce qu'il veut dire. Donc je n'ai pas la citation ici, mais vous pouvez la trouver sur le site palestine. Donc ça c'est le troisième élément. Ensuite, je viens de le dire, renfermissement du sentiment juif et de la conscience nationale du peuple juif. Et enfin, des démarches préparatoires afin d'obtenir des gouvernements le consentement nécessaire pour atteindre le but du sionisme. Aujourd'hui, on appelle ça tout simplement lobbying, et c'est effectivement quelque chose sur lequel ça constitue un chapitre très important des préoccupations du gouvernement israélien à l'international depuis très longtemps, avec peut-être une certaine tendance de la part de Netanyahou de dire bon, nous maintenant on va passer en force. Et donc c'est peut-être pas si important. Alors, donc ça c'est 1897, le premier congrès sioniste, il y en a eu d'autres par la suite, je ne vais pas rentrer dans le détail. Simplement dire que jusqu'en 1914, le projet sioniste en Palestine n'est pas un grand succès. Alors que de 1880 à 1914, il y a eu 2 millions de juifs qui ont échappé, fui l'antisémitisme dans les régions qui étaient sous domination russe pour aller, pour la plupart, soit en Amérique, soit en Angleterre, soit en France, etc. Mais il n'y en a que 50 000 qui sont allés en Palestine, c'est-à-dire sur une goutte d'eau. Et beaucoup d'entre eux n'y sont pas restés. Donc ce n'était pas un grand succès. Mais, même avec ce petit nombre, la façon de procéder, en quelque sorte, vis-à-vis de la population palestinienne, était déjà bien fixée par les directives données par le mouvement sioniste. Je vais donner juste une anecdote. Alors, tout d'abord, je vais juste faire une toute petite parenthèse sur Palestine et Palestiniens. La Palestine, c'est le nom d'une région. Il doit avoir maintenant environ, si je ne me trompe pas, 2400 embages, puisque c'est le premier géographe grec, Strabon, qui a utilisé le mot Palestine et qui l'a utilisé à plusieurs reprises dans ses écrits. D'accord ? Bon, donc c'était bien connu et ça a toujours gardé ce nom-là par la suite. Palestiniens, par contre, eh bien, pour les Européens, et bien entendu pour le mouvement sioniste, ça n'existait pas. Et en fait, ça vous étonnera ce que je vais vous dire, mais le mot palestinien a été totalement absent de tout le vocabulaire de politique internationale juste après la guerre des 6 jours. Pour une raison toute simple, c'est que on disait, d'un côté de la ligne verte, c'est-à-dire Israël, ce sont des Israéliens, et de l'autre côté, on les appelle comment ? Ce sont bien des Palestiniens, puisqu'ils sont en Palestine, d'accord ? Et donc le mot palestinien a commencé à s'imposer à partir de 1967, il est tout récent. Pendant des dizaines d'années, tout ce qui a été dit, c'était, il y a des Arabes. Mais vous savez, des Arabes, il y en a un peu partout dans la région, là-bas, donc ceux-là, ils ne sont pas différents des autres, ils sont là, mais ils pourraient être ailleurs, et ils ne comptent pas. Et c'est assez affreux de dire, mais malheureusement, c'est la réalité. Je vous mets au défi de trouver le mot palestinien utilisé par
soit des sionistes ou même des gens non sionistes, journalistes ou quoi que ce soit, avant la Deuxième Guerre mondiale. Certainement pas, et avant 1967, probablement très rare. Voilà. Alors, je reviens donc au mode de fonctionnement. Dès le début de la colonisation sioniste, le but et nécessité est de développer une économie et une colonisation séparée de la population locale. Je vous avais dit, c'était en 1918, c'était 90% de la population encore, mais il ne comptait pas, et surtout il fallait s'en séparer par tous les moyens. Tel Aviv a été créé pour se séparer des Palestiniens. Mais je vais vous donner une anecdote que j'ai découverte l'an dernier. Et ça date de 1907. En 1907, il y a une colonie sioniste qui entreprend le projet de planter une forêt. Ils appellent ça des forêts, moi j'appelle ça des plantations, mais bon, peu importe. De planter une forêt en l'honneur de Theodor Herzl, qui était mort 3 ans avant. Comme c'était la première forêt de ce genre-là, c'était pas des forêts de Ben Alep comme ils l'ont fait par la suite, c'était une forêt, entre guillemets, d'oliviers. On avait pensé que c'était bien, parce que ça allait pouvoir faire une forêt, et en même temps qu'ils pourraient exploiter les olives. Bon, il n'y avait pas de forêt véritablement, et ils n'ont jamais exploité les olives, parce qu'ils sont aperçus très très rapidement que pour exploiter les olives, il faut de la main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre, il n'y a que les Palestiniens qui pouvaient la fournir. Comme ils ne voulaient pas utiliser les Palestiniens, eh bien, ils ont fini par laisser tomber. Mais alors, au moment où cette forêt, entre guillemets, a commencé à être plantée, le contremaître qui dirigeait les travaux, qui lui utilisait la main-d'œuvre palestinienne pour faire les trous et mettre les plans, il utilisait la main-d'œuvre palestinienne. Lui, ça ne le dérangeait pas. Les sionistes des 4 colonies différentes, qui sont les colonies anciennes des environs, ont appris ça et ils ont envoyé des délégués. Ils ont envoyé des délégués pour aller rencontrer le contremaître en lui disant « Tu n'as pas le droit de faire ça, main-d'œuvre juive exclusivement, pas de main-d'œuvre palestinienne. » Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces délégués? Eh bien, ils s'y sont mis eux-mêmes et ils ont tout déterré et tout foutu par terre. D'accord? Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Ils ont tout foutu par terre. Et puis le lendemain, ils sont venus et ils ont tout replanté. Pour dire, voilà, travail juif. Bon, et cette histoire du travail juif, là, vous allez me dire, c'est une anecdote, mais c'est le début de ce qui a été la politique sioniste pendant toute la durée de la colonisation, particulièrement à partir de 1920 et bien entendu jusqu'en 1948. Bon, donc, développer une économie séparée, permettant de payer mieux les colons que les travailleurs palestiniens, donc on préférait priver le travail de façon à pouvoir développer cette économie séparée. Bien, je vais maintenant passer, alors, Première Guerre mondiale arrive, les Britanniques, pour des tas de raisons, j'ai parlé tout à l'heure du sionisme chrétien, mais évidemment, leurs intérêts, on dirait aujourd'hui géostratégiques, rentrent en ligne de compte. En 1917, ils mettent les pieds déjà en Palestine, en arrivant de Gaza, et commencent à remonter, et ils savent qu'ils vont coloniser, d'une manière ou d'une autre, la Palestine leur reviendra dans le cadre du démantèlement de l'Empire ottoman après la guerre. Et c'est à ce moment-là qu'ils font cette déclaration Balfour. La déclaration Balfour, elle est extraordinaire. Il faut vraiment la lire et la relire. Alors, je vais vous la lire, parce qu'il faut s'arrêter dessus. Le gouvernement de Sa Majesté, britannique bien sûr, envisage favorablement l'établissement en Palestine. Alors, je m'arrête sur le mot établissement. Il y a eu des disputes pendant des semaines et des semaines sur ce mot-là. Les sionistes ne voulaient pas utiliser, qu'on mette le mot établissement, mais voulaient qu'on mette le mot retour. Le retour en Palestine, d'accord? Et finalement, les Britanniques ont dit non, ça on ne peut pas le mettre, bon, et finalement, ok, ça a été établi. L'établissement en Palestine,
d'un foyer national. Foyer national, ce genre de truc, là aussi, on ne va pas dire État, ça pourrait quand même choquer un certain nombre de gens, on n'a peut-être pas. Donc on va mettre foyer national. Hein, par la suite, foyer national, c'est remplacé par Commonwealth, enfin toutes les formules qui ne veulent pas dire grand-chose, mais en fait on sait très bien ce qu'il y a derrière. Un foyer national pour le peuple juif, d'accord, et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif. Là, c'est clair. Étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civils et religieux des collectivités non juives existantes en Palestine, ni aux droits et aux statuts politiques dont les juifs jouissent dans tout autre pays. Ne pas porter atteinte aux droits civils et religieux des collectivités non juives. Elles n'ont pas de nom. Elles n'ont pas de vocation à gouverner ou avoir une quelconque identité politique. Elles sont simplement des collectivités non juives, on ne précise pas, qui ont des droits civils et religieux. Autrement dit, ils ont le droit d'arranger leur mariage entre eux. Des choses de ce genre, mais par contre de droits politiques, il n'en est pas question. Donc là, c'est très clair. D'un trait de plume, c'est pas moi qui l'ai dit, il y en a d'autres qui l'ont dit bien avant moi, un Européen, la Grande-Bretagne, promet à d'autres Européens un territoire qui est situé au Moyen-Orient, sur lequel ni l'un ni l'autre n'ont le moindre droit, et sans que les populations du territoire n'aient été consultées à aucun moment. Et tout est parti comme ça. Quand on parle du scandale de l'histoire aujourd'hui, en 2024, on doit quand même se souvenir que le scandale de l'histoire, il est complètement inscrit dans des décisions qui, s'il y avait eu une quelconque autorité internationale capable d'intervenir à ce moment-là, on aurait dit, attendez, non, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vous êtes en train, à l'heure actuelle, de mettre en place un système qui va être un système de remplacement d'une population par une autre dans un pays. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne dis pas que ça ne pourrait pas se faire en 2024, mais je crois que quand même, ça ne passerait pas aussi facilement. Alors, ça c'est la déclaration Balfour 2017. Hein, la guerre n'est pas terminée, bon, très bien. Et puis, à la fin de la Première Guerre mondiale, il va se mettre en place, il faudrait que j'aille vite, parce que... Ouais, bon, ça pourrait. Pour les choses importantes à dire. Il va se mettre en place en 1921-1922, un système qui s'appelle le système des mandats. Donc vous avez tous entendu parler du mandat, mais je pense que ça vaut quand même de donner quelques explications sur ce qu'étaient les mandats. C'est une invention de la fin de la Première Guerre mondiale, et elle n'a pas été renouvelée par la suite. Donc qu'est-ce que c'est les mandats ? Les mandats, ça consiste à attribuer à des pays vainqueurs de la Première Guerre mondiale, en l'occurrence Grande-Bretagne et France, des territoires qui ont été des territoires soit qui ont été colonisés par les Allemands en Afrique, donc il y a eu plusieurs mandats. Le Cameroun, par exemple, vient d'un mandat français établi à cette époque-là. Soit de régions qui n'ont pas encore d'identité nationale bien définie, mais qui étaient dans l'Empire ottoman détruits. D'accord ? Ces mandats sont des colonisations, bien évidemment, mais ce sont des colonisations qui sont déguisées sous une présentation bienveillante, à savoir, il s'agit donc de peuples, de pays qui ne sont pas encore suffisamment avancés, je ne vais pas dire civilisés, parce que peut-être le mot n'a pas été utilisé, mais en tout cas, qui ne sont pas suffisamment avancés pour pouvoir gérer leur propre destin eux-mêmes. Par conséquent, le mandat, ça va être simplement qu'on va mettre en place une administration qui va former ces gens-là de façon à ce qu'un beau jour, ils puissent être indépendants. Donc ces mandats, ils ont été créés comme ça. La Palestine a été donnée comme mandat britannique. Avec bisbille avec les Français, mais on ne se veut pas rentrer dans les détails. Et les sionistes ont obtenu quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire l'inclusion exacte, c'est-à-dire in extenso, de la déclaration Balfour dans le mandat.
Autrement dit, ça veut dire qu'on mettait en place une administration britannique en Palestine. Il n'y avait pas d'État palestinien, bien évidemment. On m'a posé la question il y a 15 jours. Bon, non, il n'y avait pas d'État palestinien du tout. Mais il y avait une administration britannique, mais l'administration britannique était explicitement avec pour fonction de favoriser la colonisation et de préparer ce futur foyer national juif. Et c'est ce que les Britanniques ont fait. Ils l'ont fait d'ailleurs, bon, ils se sont un peu mordus les doigts à certains moments, à partir d'un certain moment, à partir de 1938-39, mais c'est ce qu'ils ont fait pendant la plus grande partie du temps, et la colonisation s'est mise à monter comme ça. Ils ont fait passer des lois, qui étaient des lois qui changeaient les lois agraires pour favoriser la colonisation. Ils ont fait toute une série de modifications. Et surtout, ils ont totalement fermé les yeux sur le fait que les colons juifs mettaient en place des institutions qui étaient des institutions préparatoires de l'État. La Histadrut, donc pseudo-syndicat, qui n'était pas un syndicat. La Haganah, qui était l'embryon de la future armée. Bien évidemment, les pouvoirs du Fonds national juif, KKL, dont les statuts indiquaient que toutes les terres achetées à des Arabes, puisque c'était le terme qui était utilisé à l'époque, toute terre achetée à des Arabes est pour l'usage exclusif du peuple juif. En d'autres termes, ne peut être louée qu'à des colons juifs, et que ces colons juifs ont l'obligation de ne pas employer de main-d'œuvre palestinienne. Donc vous avez toute une série, un ensemble de choses, je ne donne que ces exemples-là, mais disons entre 1920 et 1948, c'est-à-dire au moment de la Nakba, toutes les institutions, pratiquement, ont été mises en place, préparatoires en quelque sorte à l'État, ont été mises en place par les colons sionistes. Et bien entendu, une institution extrêmement importante, l'agence juive, c'est-à-dire une agence qui avait ses antennes dans tout un tas d'autres pays, destinée à attirer le plus possible de colons vers la Palestine. Bien, bon, je vais passer assez vite sur, je vais simplement dire on est déjà à 9h05, donc il faudrait que j'aille vite. Ok. Non, je m'arrêterai à la Nakba, tout simplement. Je vais aller jusque-là, puis après, on va voir la discussion. Hein? Tu peux prendre un peu plus de temps. Oui, mais ça risque d'être quand même un petit peu trop long. Donc, simplement, quelques éléments importants à dire. Je persiste et signe sur l'idée que le mouvement sioniste majoritaire, j'ai oublié de parler de Jabotinsky, je vais y revenir, oui, c'est très important, que le mouvement sioniste majoritaire, c'est-à-dire celui qui avait le pouvoir effectivement dans la Palestine à l'époque, a mené une politique de neutralité vis-à-vis du nazisme. Je veux dire, par neutralité, ça a été, grosso modo, c'est une affaire qui ne nous concerne pas parce qu'elle ne correspond pas à nos objectifs. Donc nous ne faisons rien contre le nazisme, et si les nazis peuvent éventuellement nous donner un coup de main pour certaines choses, on ne dit pas non. Donc il y a eu effectivement par exemple des accords économiques en 1933 qui ont énormément contribué à la colonisation de la Palestine au niveau économique et aussi un petit peu au niveau arrivée d'immigrants, à peu près 70 000 venant d'Allemagne, et ça a été faire un accord avec le pouvoir nazi. Et donc, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, ça vaudrait dire la peine d'écrire, sinon un livre, du moins au moins un chapitre d'un livre sur cette question-là. Donc, totale indifférence, plus exactement, ce n'est pas notre affaire. Ensuite, il y a eu une grande révolte palestinienne en 1936, avec une grève générale qui a duré 6 mois, qui a été écrasée. Et après 1936, à ce moment-là, une, disons, révolte dans les campagnes contre la colonisation, qui a été réprimée par les troupes britanniques d'une façon assez horrible. 5000 morts, il faut quand même se placer par rapport à la population. 5000 morts,
ça ferait 500 000 en France, hein, en rapport à la population. D'accord. Donc vous voyez un peu quand même l'importance de la chose. Et qui, en plus de ça, a détruit les directions politiques palestiniennes existantes. En outre, une bonne partie des milices sionistes de la Haganah ont été embauchés par les Britanniques pour participer à cette répression. Et bien entendu, ça a contribué à la formation militaire du futur État israélien. Bon. Donc, je voudrais quand même faire un tout petit pas en arrière à cause que c'est essentiel. Donc, le petit pas en arrière, c'est au début de la colonisation sioniste, un dissident apparaît, qui s'appelait donc Vladimir Jabotinsky. Je vous ai déjà dit un peu quelles étaient ses positions. Ses positions étaient nous n'avons aucune illusion à avoir sur la possibilité de nous entendre avec les Arabes. Ils ne nous accepteront pas, et donc nous ne devons pas les accepter, tout simplement. Donc il faut se préparer à établir ce qu'il appelait le mur de fer. Ensuite, pourquoi est-ce que son mouvement s'est appelé révisionniste? C'est parce qu'il refusait la délimitation géographique que les Britanniques avaient faite de la Palestine, c'est celle que vous voyez dans toutes les cartes. Eux, ils voulaient que le projet sioniste aille jusqu'au fleuve Litanie, au Liban, et à peu près la moitié de la Jordanie actuelle. Et même maintenant, les mouvements d'extrême droite israéliens revendiquent cette carte élargie du projet sioniste. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. Donc Jabotinsky a été toujours minoritaire en Israël et même un peu mis sur la touche, c'est-à-dire qu'il a été son mouvement a été plus important. Il s'est d'ailleurs établi à New York à partir d'une certaine date. Et son mouvement a été beaucoup plus représenté en Pologne, par exemple, avec les milices du Beta. C'était un admirateur de Mussolini, donc en fait, il avait des milices qui ressemblaient un petit peu aux chemises, je ne sais plus si c'était des chemises brunes ou des chemises de quelle couleur, des fascistes italiens. Il était un grand admirateur du fascisme. Et il est à la source, disons, d'un des trois constituants des gouvernements d'extrême droite, de droite actuelle, qui, ne l'oubliez pas, sont au pouvoir depuis environ 35 ans sur les 44 dernières années. C'est-à-dire qu'on parle à l'heure actuelle d'un gouvernement d'extrême droite, etc., etc., etc. C'est peut-être le plus stable qu'il y ait eu depuis le début, mais ces gouvernements, ce genre de coalition électorale, qui n'était pas très solide, n'est pas nouvelle. Bon, on pourrait expliquer peut-être dans la discussion pourquoi ça prend plus de poids à l'heure actuelle. Il y a plusieurs raisons à ça. Bon, je vais donc terminer Deuxième Guerre mondiale, et on va arriver à la proclamation de l'État d'Israël en 1948. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on raconte beaucoup de choses, on dit c'est à cause de la Shoah ou du génocide des Juifs d'Europe. Ça ne correspond pas à la réalité historique telle que nous la connaissons. Bien entendu, tout le monde en Europe savait qu'il y avait eu des massacres massifs de populations juives par les Allemands. Ça ne faisait absolument aucun doute. L'expression Shoah n'existait pas. La sensibilité telle qu'elle a été développée, enseignée, cultivée par la suite, elle est venue bien plus tard. En fait, elle a commencé vraiment à se développer à partir du procès d'Adolf Eichmann par Israël en 1959. Donc en 1945, 46, 47, c'était pas quelque chose qui était dans les consciences de tout le monde. Les gens, ils avaient leurs prisonniers qui revenaient, etc., etc. Et grosso modo, les Juifs, ils s'en foutaient un peu, pour dire les choses poliment. Mais qu'est-ce qu'il y avait par contre à l'époque? Il y avait
une chose il y avait deux choses déterminantes. En Europe, les personnes déplacées, ce qu'on appelle les personnes déplacées, ce ne sont pas des réfugiés, ce sont des gens qui ont été obligés de quitter leur pays et qui sont déplacés en attente d'une solution. Et entre 1945 et 1947, il y a eu, ça a fluctué en haut et en bas, entre 200 000 et 400 000 juifs venant d'Europe de l'Est, donc de Pologne, de Hongrie, d'Ukraine, etc., tout ce que vous voulez, qui n'avaient plus aucune possibilité de retourner chez eux parce que leur communauté était détruite, et donc qui étaient en Allemagne ou en Autriche dans des camps de réfugiés en zone militaire américaine. C'était uniquement la zone militaire américaine en Autriche et en Allemagne qui avait ces camps de réfugiés. Ces camps de réfugiés étaient totalement dominés par les organisateurs sionistes, dont un certain nombre d'ailleurs étaient venus spécialement de Palestine, au nombre de 2000-3000, sous couvert des troupes britanniques. C'est un peu trop je ne vais pas trop entrer dans le détail. Bon, donc, les sionistes ont utilisé ces gens-là, qui n'avaient nulle part où aller, comme masse de manœuvre. Les États-Unis n'acceptaient que 30 000 immigrants par an. Ceci étant datant d'une loi qui date de 1923. D'accord ? Et par conséquent, ils refusaient totalement que ces juifs aillent s'établir aux États-Unis. Par contre, ils faisaient une propagande pour que la Grande-Bretagne accepte 100 000 réfugiés par an en Palestine. Donc, ils poussaient vers le désastre, bien évidemment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui, à mon avis, était encore aussi importante, plus importante, c'était le terrorisme des organisations. Alors là, on peut parler de terrorisme, des organisations juives, essentiellement l'Irgun. L'Irgun a été responsable de la plupart des attentats qui ont commencé, non pas à la fin de la guerre, mais un an avant. Ils ont commencé, même plus d'un an avant. Ça a commencé en janvier 1944. Autrement dit, l'Irgun se foutait complètement de savoir s'ils combattaient des Britanniques qui, eux, se trouvaient du côté des Alliés. Voilà. Non, eux, ils avaient décidé qu'à partir de maintenant, à la fin de la guerre, on va chasser les Britanniques. Et donc, attentats dont le plus grand nombre des victimes ont été des Britanniques, mais pas seulement. Il y a eu aussi des Juifs tièdes, on va dire ça comme ça, et des Palestiniens. Donc ça fait quand même, cette petite histoire, on peut estimer à peu près 1500 morts, et surtout une paralysie complète du pays. Ils faisaient sauter les lignes de chemin de fer, il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient plus. Ils ont fait sauter le quartier général britannique à Jérusalem, l'hôtel King David. Et donc, à un moment, la Grande-Bretagne, qui était dans une situation économique lamentable à cause des dettes à la fin de la guerre, a été obligée, fin 1946, à monter le nombre de ses soldats en Palestine à 100 000. Imaginez 100 000 soldats dans un pays qui avait à cette époque-là 1,5 million d'habitants en tout. Et ceci pour aucun résultat. Parce qu'en fait, la population juive de Palestine était totalement solidaire entre elles et faisait tout le nécessaire pour que les essais des Britanniques pour trouver les caches d'armes, etc., échouent. Donc, ça a rendu la situation totalement impossible, et c'est à la suite de ça, je crois que ça remonte à février 1947, que les Britanniques ont dit, bon, ok, mandat britannique terminé, maintenant on donne la question aux Nations Unies, et grosso modo débrouillez-vous. Et c'est ce qui s'est passé. Donc vous voyez que dans la création de l'État d'Israël,
bien, il y a eu en fait le mûrissement, en quelque sorte, d'un très long processus de préparation, très habilement mené, qui a pu conduire à ce qui s'est passé, c'est-à-dire à l'expulsion donc de, je vous dis, 85% de la population palestinienne dans ce qui est devenu le territoire d'Israël en 1948-49. Je vais m'arrêter là, parce que cette vitesse-ci, on en a pour jusqu'à 10h30. Je peux pas vous prendre les questions. Bon, merci Gilbert pour cet exposé. Il y avait certainement énormément de choses à dire, mais vu le temps l'a raccourci, visiblement c'est l'exposé, donc je vous invite à poser vos questions et il aura l'occasion de développer si nécessaire. En vous écoutant, bon, vous avez seulement 1 heure, mais il me semble quand même que vous êtes passé très rapidement sur certains points. Par exemple, le mystère concernant la déclaration Balfour. Comment se fait-il que tous ces Britanniques étaient pour et qu'un seul Juif était contre? Il faudrait peut-être aussi amener quelque chose d'important dans ce choix, qui a joué aussi en Pologne catholique. Vous avez oublié de dire que la Pologne catholique a été, entre les 2 guerres, l'un des principaux appuis du mouvement sioniste. C'est le catholicisme pour la Pologne, l'antisémitisme pour la Grande-Bretagne. Herzl voulait résoudre le problème juif. Les Britanniques aussi, tout comme les Polonais, même s'ils n'entendaient pas du tout la même chose par problème juif et la façon de le résoudre. Donc là, je crois que le mystère n'est pas très très épais. Et il y a une chose que vous avez passée sous silence, l'Irgun. Vous en avez un peu parlé. Mais l'Irgun a quand même été l'opposition principale, c'est l'Irgun qui a fait la guerre aux Anglais, et l'Irgun, déjà, ou plutôt le Bétard, déjà en Pologne, entre les 2 guerres, se bagarrait avec le Bund. Le Bund qui, lui, était de gauche. Et en 1948 et après, avec Ben Gourion entre autres, ce n'est pas l'extrême droite qui est arrivée au pouvoir, c'est plutôt les Juifs venant d'Allemagne et de Pologne, issus du Bund. Donc passer tout ça sous silence me semble donner une image un peu trop linéaire de ce qui s'est passé. Il y a eu des confrontations entre les Juifs en Europe, déjà en Pologne, déjà les partisans du Bund et les partisans de l'Irgun se combattaient entre eux. Donc je regrette un peu, vous n'aviez qu'1 heure, c'est vrai, mais il est un peu dommage que vous ayez donné une image un peu trop linéaire de ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin du micro. Je n'ai pas besoin du micro. Je voudrais simplement que vous nous disiez pourquoi on a assassiné Rabin. Oui, attendez, s'il vous plaît, si vous voulez bien poser des questions courtes, parce que visiblement il y a énormément de questions et on a peu de temps, s'il vous plaît. Donc voici les 2 questions. Oui, alors, non, la première, c'est pas vraiment une question. Peut-être que monsieur prendre aussi la demande. Je vais prendre l'autre. Oui, bon. Pourquoi on a assassiné Rabin? Oui, non, d'accord, alors je vais répondre tout de suite. Bon, votre intervention n'était pas véritablement une question, c'est une remarque, on va dire. Bon, effectivement, vous avez parfaitement raison, je n'ai pas parlé de tout. Bon, que le Bétard et le Bund se soient frités en Pologne, c'est vrai. Pour moi, c'est quand même pas un événement central par rapport à la colonisation de la Palestine, qui est le sujet effectivement du livre, et j'étais obligé de raboter même par rapport au contenu du livre, comme vous en êtes aperçu. Donc je dis pas non, mais ensuite le rôle de l'antisémitisme.
oui, Lord Balfour est bien connu pour avoir été un antisémite qui a fait passer, je crois que c'est en 1904, une loi pour freiner l'arrivée des Juifs en Grande-Bretagne, et il n'était certainement pas le seul. Maintenant, je pense que... Alors, il y a un paradoxe dans tout ça. Non, je vais l'expliquer très brièvement. Le paradoxe, il existe aujourd'hui, exactement en 2024. Les sionistes sont très contents d'avoir le soutien des sionistes, les Israéliens, les sionistes israéliens ou autres, d'accord, sont très contents d'avoir ce soutien inconditionnel des sionistes chrétiens. Savez-vous par exemple que tous les ans, début octobre, il y a une grande manifestation d'évangélistes à Jérusalem, où ils défilent dans les rues avec une immense banderole qui a d'ailleurs resservi après le 7 octobre dans les billboards aux États-Unis. Cette grande banderole est « Israel, you are not alone ». Israël, tu n'es pas seul. Extraordinaire, non? Mais où est le paradoxe là-dedans? Le paradoxe, c'est que en fait, ces gens-là soutiennent le sionisme juif comme la corde soutient le pendu. Puisque dans leur théorie religieuse, il faut que tous les juifs soient rassemblés dans la Terre Sainte, qu'ils l'appellent comme ils veulent, d'accord, jusqu'au moment où il y aura la conflagration finale, ok, Armageddon, ça porte comme nom, qui va ouvrir la porte au millénium, etc., etc. Enfin, je ne rentre pas dans le temps. Bon. Et quand au vu de cette conflagration finale, les Juifs auront le choix entre rester juifs et se convertir. Et la plupart de ces comment dirais-je, sionistes chrétiens avancent l'idée qu'un tiers se convertira et 2 tiers le refusera. Autrement dit, ils seront exterminés. Bon, évidemment, on peut prendre tout ça pour de la rigolade. Mais quand même, si j'étais juif et sioniste, je me dirais, des alliés comme ça, bah, qu'est-ce que ça donnera à l'avenir? Parce qu'ils sont très sérieux, ces gens-là. Ils sont horriblement sérieux. Je veux dire, les évangélistes et autres gens comme ça sont effectivement des antisémites à leur manière. Ils sont des millions. Donc, oui, ce sont des aspects que je n'ai pas abordés parce qu'effectivement, ça mènerait loin. Mais si, c'est bon de le mentionner. Voilà. Bon, maintenant, Rabin. Bah, pourquoi Rabin a-t-il été assassiné? Vous savez, c'est parce que quelqu'un lui a tiré dessus. Bon, ça. Maintenant, comment est-ce que ceci a été possible? Je disais tout à l'heure que pour le Likoud, disons la droite classique, disons celle de Netanyahou, avant lui, de comment Menachem Begin, de Yitzhak Shamir, tous les deux qui ont été premiers ministres, l'idée d'une négociation et donc d'une reconnaissance quelconque d'une entité palestinienne était exclue. Ça, je l'ai dit. Bon, alors que Rabin disait, on va pas, il a dit et répété, il ne s'agit pas de créer un État. Donc lui, Rabin, il avait compris une chose très simple. Il avait compris 2 choses. C'est si on veut avoir une occupation militaire indéfinie et pouvoir avancer dans la colonisation, il faut qu'on puisse neutraliser l'opposition de la grande majorité de la population. Il y avait déjà eu des essais qui avaient été faits avant les accords d'Oslo, mais qui avaient tous échoué. Par exemple, les ligues de village, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça, les Palestiniens connaissent ça à fond, c'est pas très très connu ici, mais ces essais de trouver des collaborateurs directement de l'armée avec des chefs de village, ça n'avait pas marché. Vous pouvez vous douter pourquoi et comment. Bon,
Donc, lui, il a dit, bon, très bien, on va avoir, et ça a marché au bout du compte, de trouver des Palestiniens qui vont être les Palestiniens qui vont bien servir de tampon et qui vont nous permettre de poursuivre la colonisation. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, elle est quand même assez énorme, il faut la dire. Jusqu'aux accords d'Oslo, sur le plan du droit ou de la légalité internationale, on dirait, après c'était pareil, mais la perception a changé. Jusqu'aux accords d'Oslo, la situation était simple. 1967, occupation de la Cisjordanie et de Gaza. C'est occupation militaire. Point barre. Totalement illégal. D'accord? Bon. Donc, il n'y a pas à discuter. C'est soit on soutient Israël dans sa colonisation, soit Israël doit se retirer. À partir du moment où un accord est signé avec des gens qui sont considérés par un peu tout le monde comme représentatifs, je parle de ceux de l'autorité palestinienne, qui acceptent de signer un papier dans lequel il y aura 60% de la Cisjordanie qui soit sous contrôle civil et militaire israélien, 30% qui va être sous contrôle militaire israélien et civil palestinien, et seulement 10% qui seront sous contrôle des deux, vous cassez complètement la mobilisation pour le droit international. Et ça, les Israéliens ont compris qu'en faisant signer ces accords d'Oslo, eh bien, ça leur donnait un atout extraordinaire pour la suite. Et la preuve en est, puis la colonisation s'est mise à filer. Bon. Donc c'était une catastrophe pour les Palestiniens. Maintenant, par contre, du côté de cette extrême droite juive, pour eux, le simple fait qu'il y ait eu des interlocuteurs palestiniens, qu'il y ait eu quelque chose de signé avec eux, était considéré comme étant un frein à leur objectif final. Et donc, mobilisation, descente, manifestation de rue, très violente contre Rabin et contre ses projets. Il faut ajouter à cela qu'une autre tendance politique est apparue après 1967, qui joue un rôle énorme maintenant, qui s'appelle les sionistes religieux. Je parle maintenant des sionistes religieux juifs. Ça n'existait pas avant, ou pratiquement pas. Enfin, il y en avait, mais bon, ils étaient relativement faibles. 1967, leur assemblée, ils ont fait une interprétation religieuse de 1967. On va dire les choses comme ça. Leur interprétation religieuse était que 1967 était la preuve qu'on n'avait plus besoin d'attendre la venue du Messie, etc., pour réaliser nos objectifs. Bon. Donc, 1967, c'était maintenant, nous sommes au cœur des terres bibliques, la Cisjordanie, voilà, Jérusalem, etc. C'est à nous. Et donc, maintenant, on peut aller de l'avant. L'idée d'une deuxième Nakba, elle a toujours été dans la tête de tous les dirigeants palestiniens, laïcs ou non. Mais de la part des sionistes religieux, c'est clair que c'est leur objectif pour eux, un objectif immédiat. Donc ils ont vu Rabin comme étant un obstacle à cet objectif. Alors, finalement, quelqu'un de leur rang lui a tiré dessus. Et ils ont été très contents que ça se produise. Vous ne vous faites pas d'illusions. Rabin a été pleuré par beaucoup en Israël, mais beaucoup ne l'ont pas pleuré du tout. Par contre, ils ont utilisé les accords d'Oslo à leur profit, ça c'est sûr. Voilà. Maintenant, pourquoi je dis que ces secteurs prennent plus d'importance maintenant? Il y a une raison mécanique. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Ou plus exactement, une simple raison démographique. Il y a deux secteurs religieux en Israël. Il y a ces sionistes religieux. En expression vulgaire, on les appelle les kippas tricotés. Alors, vous allez comprendre, kippas tricotés, bien souvent, effectivement, ils portent des kippas tricotés de différentes couleurs, etc. Ils s'habillent à l'européenne, ils font leur service militaire. Même, beaucoup d'entre eux vont dans des yeshivas militaires pour des formations d'officiers. Et ils veulent monter dans la hiérarchie. Ils ne sont pas au sommet de la hiérarchie, mais ils veulent monter dans la hiérarchie militaire. Et c'est eux qui sont responsables de ce qu'on appelle la colonisation en profondeur en Cisjordanie. C'est-à-dire les colonies qui sont les plus loin
d'Israël. Par exemple, celle aux proximités de Naplouse ou à Hébron ou au sud d'Hébron, etc., etc. Donc ces gens-là, ils sont nasty, très mauvais. Je dirais, ne les croisez pas sur votre chemin. Et puis il y a les autres qui sont ce qu'on appelle bêtement les ultra-orthodoxes. Moi je préfère l'expression hébreu haredim, ce qui veut dire craignant Dieu. Et ce sont ces gens qui, eux, s'habillent tout en noir, ont des chapeaux quelquefois qui sont d'origine qui se portaient en Ukraine ou il y a quelques siècles de ça, qui paraissent complètement bizarres, même en Israël, et qui vivent dans des communautés fermées. Communautés fermées, c'est-à-dire que vous n'êtes pas les bienvenus quand vous allez mettre les pieds dans leur quartier ou dans leur ville. Ils vivent dans des villes entières, quoi. Modi'in Illit, par exemple, qui est une grande colonie au nord de Jérusalem, est une ville haredim totale. Gush Etzion, à peu près pareil. Donc il y a tout un quartier j'ai oublié le nom, je crois que c'est Nea Shearim, à Jérusalem même, où il n'est pas trop recommandé pour un touriste ou même pour un Israélien normal de mettre les pieds parce qu'il est regardé de travers. À la limite, s'il est reconnu comme étranger, il peut se faire caillasser, mais bon voilà. Mais eux ne font pas le service militaire, ils ne veulent pas faire le service militaire, ils en sont dispensés. Ils expliquent qu'en vendant des gris-gris aux gens, ils sont beaucoup plus utiles à la défense d'Israël que de prendre des armes, parce qu'ils jouent beaucoup sur quel est le terme, les préjugés, pas de préjugés, c'est pas ça le terme que je cherche, de beaucoup de gens, superstition très élémentaire, disons, on va dire ça comme ça, c'était le terme que je cherchais. Mais ces deux secteurs ont quelque chose en commun, très fort caractère en commun, c'est famille nombreuse. Et donc, ça se traduit par des familles. Premièrement, pour ce qui est des haredim, les hommes ne travaillent pas. Non seulement ils ne font pas le service militaire, mais leur idéal est de ne pas travailler, mais de prier. D'accord, ce qui prend beaucoup de temps. Donc c'est un secteur qui est en même temps pauvre, avec toutes les choses qui sont liées à une pauvreté très importante malgré les subventions de l'État. À savoir, natalité très élevée. Pour les sionistes religieux, là c'est carrément un créneau. C'est-à-dire il faut effectivement, ça c'est Abraham qui nous l'a commandé, et voilà, il faut que les femmes fassent beaucoup d'enfants. Ça s'est traduit aussi par des phénomènes de retour, refoulement au bout d'une génération, à savoir le fait que ces colonies avancées, donc dans lesquelles il y a beaucoup d'enfants, ce qu'on appelle les jeunesses des collines, qui sont extrêmement violents vis-à-vis des Palestiniens, ont aussi été à la source d'un retour pour une colonisation interne à l'intérieur même d'Israël, c'est-à-dire aller s'établir dans les quartiers palestiniens, y monter des écoles religieuses et affirmer simplement que ces quartiers-là, que les Palestiniens n'y sont pas les bienvenus. Ça s'est produit à Jaffa, ça s'est produit dans les autres villes mixtes d'Israël, et c'est pas arrêté. Voilà. Bon, j'ai répondu un petit peu au-delà de votre question, mais voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je voudrais... Je voudrais avoir votre avis sur les perspectives. D'abord, à très court terme, qu'est-ce qui pourrait arrêter les bombardements, sachant que Ilan Pappé, vous l'avez peut-être entendu récemment, il disait que
le sens de ces bombardements, c'est de finir le travail qui n'a pas été fini en 1948. Et puis, deuxième partie de la question, c'est un peu plus à moyen terme, disons. Qu'est-ce que vous pensez de la solution à 2 États, à un État unique, etc. Merci beaucoup. Je voulais vous poser une question qui me taraude depuis quelque temps. Qu'est-ce qui fait de nos démocraties, les européennes, je ne parle pas des États-Unis qui est un pays un peu à part, qu'est-ce qui fait que nos démocraties européennes disposent maintenant d'une presse qui ne parle que par d'une seule voix? Grosso modo, vous changez les chaînes et vous trouvez le même son de cloche partout. Est-ce que, grosso modo, la presse est libre? Steve Zola qui se lève, il dit « j'accuse », a complètement disparu de ce pays, on ne peut plus espérer quoi que ce soit. Sur ce sujet en particulier, je suis effrayé des contre-vérités balancées à longueur de chaîne d'information continue. Et on continue à soutenir des choses qui ont été déjà clarifiées par même l'armée israélienne. Voilà. Quel est le mot qui nous range progressivement dans nos sociétés? Alors, je vais, si vous permettez, je vais... non, on peut prendre une autre question, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Alors, ma question première, en complément à une virgule, savoir la Palestine a gagné l'Eurovision à quel moment? Pour compléter la question, en périphérique inversé, est-ce que la dynamique justement donnée à des aéroports comme des possibilités de Palestine, capitale de la Palestine, je ne la connais pas, mais je sais en tout cas qu'il peut y avoir aussi une dynamique d'une autre petite ville qui peut être aussi une autre petite capitale qui peut devenir un peu plus grande que la Palestine, peut être aussi une capitale. Dans le pays de capitale. Mais en fait, principalement, ma question est faite sur le gagnant, sur le domaine dynamique à la Palestine. On va laisser donc Jean-Pierre répondre. Question. Alors, sur la question sur les médias, bon, je suis sûr que, enfin je suis pas sûr, mais je suppose que le Temps des Cerises a déjà invité des personnes qui ont véritablement analysé ces questions-là, à la fois du point de vue de qu'est-ce que sont les grands groupes capitalistiques qui contrôlent les médias, groupes capitalistiques, on peut dire des choses comme ça, et puis l'autre aspect des choses en ce qui concerne la Palestine, c'est-à-dire le non-pensée coloniale français. En d'autres termes, le fait qu'on reste encore, ou beaucoup de gens restent avec comment dirais-je, l'acquis du conditionnement colonial et du racisme qui va avec, les Palestiniens étant évidemment mis dans le sac de ce racisme anti-sud, pour dire les choses d'une façon générale. Bon, je suis un peu placé pour le savoir parce que j'habite dans le quartier le plus immigré de Toulouse, et il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour voir, par exemple, comment la mairie, le média local qui est un peu monopoliste, qui est la Dépêche du Midi, etc., traite ces quartiers-là et rendent compte de ce qui s'y passe. Bon, je veux dire, mais en même temps, je ne peux pas rentrer dans un discours là-dedans, je ne suis pas meilleur que beaucoup d'autres pour en parler. Je suis vraiment désolé, mais bon, je pense qu'on sera d'accord autour d'un verre pour en parler, mais je ne veux pas dire grand-chose de très intéressant. Presque aussi âgé que vous, et j'ai constaté un virement dans
dans le traitement de l'information. On avait de l'information qui était de qualité. Après, il y avait les pour et les contre. Maintenant, on ne parle que d'une seule voix. C'est ça qui est terrible. Oui. Y compris pour parler de l'histoire de l'Ukraine. Maintenant, il y a quand même beaucoup de médias nouveaux qui auraient certainement besoin de plus se structurer, de se fédérer, etc., qui apportent des informations extrêmement intéressantes. Bon, à l'heure actuelle, je suis en train de travailler sur les 7 octobre, par exemple. J'ai vu la façon dont les choses sont traitées. Mais en même temps, si je veux avoir de bonnes informations, je peux les trouver. Ça, c'est clair. Donc, oui, on peut les trouver. Mais effectivement, voilà. En même temps, vous voyez le déclin de la presse écrite. Vous voyez aussi que, bon, la télévision, les gens la regardent de moins en moins. Qu'il y a tout un tas d'autres phénomènes de recherche d'information. Ça ne veut pas dire qu'elle est l'information de haute qualité, mais il y a plein de nouveaux médias qui naissent. Je ne suis pas nécessairement... Globalement, tendanciellement, ce qui se produit est mauvais, mais sur le long terme, il y a peut-être de bonnes perspectives. Mais je ne suis pas spécialiste. Pour revenir à votre question, alors, vous me demandez ce qui va se passer, grosso modo. Bon, je ne suis pas devin, mais quand même, ce que je crois, on peut être d'accord avec Ilan Pappé, que ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, c'est le début, en commençant par Gaza, de la deuxième Nakba. Car il correspond bien, effectivement, à l'objectif politique de cette coalition, dont j'ai donné les 3 composantes, qui est maintenant une coalition stable politiquement, alors que ça faisait des coalitions qui étaient instables avant, et à l'heure actuelle, au moins dans la période actuelle, c'est une coalition stable. Haaretz, le journal israélien, aura beau crier, répéter, nous n'avons pas pire président que Netanyahou, il faut qu'il parte, etc., etc., etc. La majorité des Israéliens sont très satisfaits de Netanyahou. Ils se foutent pas mal que Netanyahou ait des procès aux fesses, etc. Ça ne compte pas pour eux, et vous savez très bien que même dans d'autres pays, ce ne sont pas des choses qui rentrent beaucoup en considération. Donc, ma crainte, je la dis, telle que je la pense, c'est que, à l'heure actuelle, on part sur un processus à Gaza, qui va être un processus qui va durer des mois et des mois et des mois et des mois, de lente départ, qui ne sera jamais... ils ne seront pas chassés tous d'un seul coup. De lent départ des Palestiniens parce qu'ils n'auront plus de choix. La destruction des villes, de ce qui reste des villes, va continuer jusqu'à ce qu'il ne reste réellement plus rien, plus que des villages de tentes, et plus un seul hôpital, plus rien, d'accord? Et donc, à un moment donné, les gens n'auront pas d'autre choix que de partir. Ceux qui sont partis, qui sont déjà partis, c'était ceux qui avaient de l'argent, qui pouvaient payer $10 000, se faire aider par des gens en France ou dans d'autres pays. Ceux-là sont partis. Ceux qui restent, ils n'ont pas cet argent-là, mais à ce moment-là, on mettra en place des processus différents. Il y en a un que je redoute, qui est que, vous savez, cette zone de rassemblement des Palestiniens au nord de Rafah, au bord de la mer, près de la frontière avec l'Égypte. De l'autre côté égyptien, les Égyptiens, eux, ils sont en train de préparer un emplacement pour un camp, pour pouvoir accueillir 100 000 personnes. Les Égyptiens disent en même temps, mais nous, il n'est absolument pas question que nous ayons des réfugiés chez nous. Et je crois qu'ils sont tout à fait sincères. C'est-à-dire que ce qu'ils préparent, c'est c'est un centre de tri. C'est-à-dire un endroit dans lequel il y aura peut-être 20 000, 30 000 personnes à un moment donné, dans lequel on va simplement essayer de trier de façon à voir où on peut les expédier. Les États-Unis, Israël, vous le savez, je ne sais pas quel est son succès, mais Israël cherche à trouver des pays qui accepteraient de prendre des
des Palestiniens, en particulier des pays africains. Le Rwanda, qui est bon ami d'Israël, a été démarché, mais d'autres pays ont été démarchés aussi. Et donc il est possible qu'avec quelques dizaines de milliers ici, quelques dizaines de milliers là, et en prenant son temps, parce qu'Israël n'est pas pressé, Israël ne se sent pas menacé, et que petit à petit, effectivement, la population de Gaza soit réduite à presque rien. Donc moi, c'est ma crainte. Je vous le dis très franchement, et ça, par rapport à ça, il n'y a pas de réponse dans cette situation immédiate. Je n'ai pas de réponse et de solution immédiate à donner. Les seules solutions que je peux donner sont à plus long terme. Donc vous me parlez de la question un État, deux États. Alors, je vais vous donner mon sentiment sur la question des deux États. C'est une fausse bonne idée. Et pourquoi c'est une fausse bonne idée? Parce que pour avoir deux États, il faut tenir compte qu'on veut un deuxième État, l'État de Palestine. Et pour qu'il y ait le deuxième État de Palestine, il faut que le premier État, l'État d'Israël, dise « Oh, d'accord, on va faire un État de Palestine et on va leur donner ça, ça et ça. » D'accord? C'est quoi ça et ça aujourd'hui? À l'heure actuelle, le contrôle israélien, il est sur 90% de la Palestine historique. Gaza, ça ne sera plus que des ruines bourrées d'explosifs et de produits chimiques, c'est-à-dire c'est pas vraiment un endroit où on pourrait aller habiter facilement. Donc c'est quoi l'État de Palestine en question? Quand on se pose la question, on dit, bon d'abord il y a ça, et il y a aussi le fait que de toute façon, à partir du moment où Israël, depuis que le sionisme existe, refuse toute idée d'État de Palestine, vous pouvez voter, avoir 196 États de l'ONU votant en Assemblée Générale ou séparément l'État de Palestine, il suffira que Israël et les États-Unis disent non, et ça ne se produira pas. D'accord? Il y a une deuxième raison, j'appellerais ça une raison technique. Une raison technique qu'on ne mentionne pas souvent, mais je vais vous en donner une petite... alors, c'est trop loin ici pour que vous puissiez le voir. Donc, venez me voir à la fin et je vous indiquerai de quoi il s'agit. En 2012, j'ai fait un relevé de toutes les communautés, je vais appeler ça villes, villages, etc., existant sur le territoire palestinien, que ce soit des communautés juives ou palestiniennes. Donc ici, ça fait... Ils y sont tous, hein, il y en a 1900. Mais quelques-uns, c'est des tout petits points. À cette échelle-ci, il faudrait vraiment agrandir le grand cap. Bon, donc ils sont positionnés avec des cercles qui sont plus ou moins grands suivant la population. Voilà. Alors, quand on prend cette carte-ci, qu'on dit, bon allez, très bien, ok, ça c'est le point de départ, maintenant, faisons un État israélien et un État palestinien là-dedans. À quoi vous aboutissez? Vous pouvez prendre votre crayon, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez faire passer là-dedans, et vous aboutissez à un résultat qui est exactement celui qu'il y avait en 1948. C'est-à-dire vous créez éventuellement deux États, mais dans un des États, l'État juif, il y aura X% de Palestiniens, alors que les Juifs n'en veulent pas. Et dans l'État palestinien, il y aura X% de Juifs qui sont établis là et qui disent « Attendez, nous, on a fondé nos kibbutz, etc. On a fondé nos colonies, on est là depuis longtemps, on ne va pas partir. » Donc, dans la pratique, ça ne marche pas. Dans la pratique, si vous regardez de près, et si vous avez l'habitude de regarder sur Google Maps, pas Google Maps, Google Earth, vous reconnaissez tout de suite les communautés juives et les communautés palestiniennes, parce que disons le mode de construction, l'urbanisme n'est pas du tout le même. Eh bien, ils sont tous à distance de 10 km les uns des autres. En moyenne. Autrement dit, vous n'avez pas d'endroit dans lequel vivent des communautés palestiniennes dans lesquelles il y ait, c'est malheureusement comme ça maintenant, dans lesquelles il n'y a pas une colonie juive ou une communauté juive à proximité, et inversement. Donc, tracer une frontière là-dedans me paraît techniquement irréalisable. D'où une peut-être meilleure idée, qui est de dire, s'il ne peut pas y avoir de frontières réalisables, et s'il y a effectivement deux populations qui maintenant sont à peu près au niveau nombre 50-50, hein,
Je vais pas rentrer dans les détails là-dessus ou pinailler dans un sens ou l'autre. S'il y a ça, d'accord, ou bien c'est la domination complète de l'une sur l'autre, et c'est ce qui se passe en ce moment, ou alors c'est la fin du régime politique qui fait qu'il y a une communauté, un groupe qui, par sa direction politique, refuse l'existence et la coexistence des autres, et là j'indique clairement Israël, et l'objectif évidemment, il est un État unique, mais cet État unique ne peut être réalisé que par une défaite politique, pas question de parler de défaite militaire, de défaite politique d'Israël. Ce qui, pour moi, passe par peut-être effectivement la reconnaissance des États palestiniens, parce qu'au moins c'est un petit pas en avant, mais avant tout d'un changement d'attitude des États vis-à-vis d'Israël, c'est-à-dire grosso modo de commencer à le sanctionner. Hein, moi je suis militant de la campagne boycott des investissements sanctions. Bon, j'appelle évidemment au boycott des produits israéliens, au boycott de Carrefour, parce que Carrefour a eu la mauvaise idée de s'installer en Israël il y a 2 ans. Mais ce n'est que la première lettre de BDS. La deuxième, c'est des investissements. Et la troisième, c'est sanctions. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, c'est cette lettre S qui me semble la plus importante. Donc, évidemment, la fin de l'armement, la fin de la fourniture des armements à Israël et des actes forts de rupture avec Israël. Je pense que, par exemple, remettre en cause, comme ça a été fait pour l'Afrique du Sud, ne l'oubliez pas, remettre en cause l'appartenance d'Israël aux Nations Unies, même si les Nations Unies ne sont plus ce que ça a été autrefois, ça serait effectivement une campagne extrêmement intéressante. En d'autres termes, et là je pense que Ilan Pappé, je ne sais pas s'il a utilisé l'expression, mais je crois qu'il l'a utilisé parce que je le connais, Ilan Pappé, il n'est pas le seul à le dire, il faut que Israël devienne un État paria. Voilà l'idée. On va accélérer un tout petit peu. On va prendre peut-être... oui, il y a déjà 2 questions ici. On prendra peut-être une troisième. J'espère qu'elles seront courtes. Ah oui, attendez, il y en a 2 autres avant. Après, ça sera plus. Oui. Bonsoir Jean-Pierre, merci pour ta conférence. Beaucoup de questions, beaucoup de choses à dire. Ce soir, le disciple de Jabotinsky est invité par une chaîne d'information continue, hein, LCI, ce qui déclenche... Enfin, il a dû déjà passer, je crois que c'était programmé à 20h40, mais on a préféré t'écouter. Ce qui a déclenché une tentative de campagne de boycott de TF1 et de LCI, manifestation à 19h à Paris devant le siège de TF1, mais il y avait en même temps une manifestation devant, contre Eurosatori, pour l'armement mondial, et où Israël est fortement présent. Enfin bon, c'est assez compliqué pour le mouvement de solidarité d'être partout, compte tenu de tout ce qui se passe. Et alors les chaînes, les médias là, dont on a parlé un peu, donc les médias dominants, sont notamment très en guerre contre Rima Hassan, qui est une réfugiée palestinienne dont vous avez entendu parler. Elle est engagée, elle est aussi candidate à l'élection européenne. Et ça me fait venir sur une question sur la création de l'État d'Israël et la question des réfugiés et du droit au retour des réfugiés. Puisque, aujourd'hui, on dit qu'environ les 2/3 des 12 millions de Palestiniens sont des réfugiés, que leur droit au retour, qui a été voté par l'ONU, donc résolution 194 en 1948, n'a jamais eu le moindre début d'application. Et surtout que, quand il y a eu le vote
d'admission de l'État d'Israël à l'ONU en 1949. Il y avait dans les préambules de la résolution de 1949 pour l'arrivée de l'État d'Israël à l'ONU le rappel du droit au retour des réfugiés. Donc ce qui fait dire à un certain nombre de gens que l'État d'Israël n'est pas légitime, comme on veut nous dire l'État d'Israël est légitime, il y a eu un vote à l'ONU, etc. Il n'a jamais appliqué cette première résolution qui accompagnait son entrée à l'ONU par rapport à ce droit au retour des réfugiés. Puis ensuite, il y a des dizaines ou centaines de résolutions qui n'ont jamais été appliquées non plus par l'État d'Israël. Donc ce problème de la légitimité se pose et on nous rabat ça à longueur d'année, à longueur d'antenne, dans tous ces médias dont on a parlé tout à l'heure. Et donc là, il y a un vrai un enjeu énorme qui va aussi avec la question de l'UNRWA, donc l'organisation des États-Unis, des Nations Unies, qui est censée fournir un minimum de possibilités d'éducation, de soins, même d'alimentation, actuellement avec la famine à Gaza, et la lutte acharnée de l'État d'Israël contre l'UNRWA, et pour faire disparaître cette question des réfugiés, qui est vraiment une question existentielle pour l'État d'Israël. Bonjour, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement du plan Andinia qui prévoyait la création d'un État juif en Argentine? Non. Je sais qu'il y a eu, au début du mouvement sioniste, il y a eu une scission qui s'est produite avec, c'était je crois Israël Zangwill d'ailleurs qui était à la tête de cette scission, dans laquelle qui a cherché d'autres lieux d'implantation pour le projet sioniste et qui a envisagé l'Argentine parce qu'il y avait déjà effectivement une implantation juive en Argentine assez ancienne, qui existe toujours, bien caractérisée. Je ne sais pas grand-chose de plus que ça. Jusqu'où c'est allé, est-ce que ça a eu un début d'application ou pas. Je n'ai pas parlé non plus des nombreuses tentatives qui n'ont jamais abouti de la part des sionistes. Alors ça, maintenant je parle bien des sionistes, de trouver des lieux dans lesquels ils pourraient mettre des Palestiniens à l'étranger. Donc il y a eu des tentatives, il y a eu des recherches qui ont été faites au Paraguay, ça a échoué à cause d'une fuite journalistique. En Argentine, alors en Argentine oui, ça s'appelle le projet Yohanan, si je ne me trompe pas, ça a duré pendant 2 ans, 3 ans, entre 1950 et 1960, quelque chose comme ça. C'est allé très très loin. En Libye aussi, avec des anciens colons italiens, c'est une espèce de combine assez fumeuse. Mais toutes ces tentatives n'ont jamais abouti au moindre résultat. Voilà. Alors, on va peut-être prendre encore Yves, une question. Pour Yves, je pense que Yves a fait des remarques extrêmement intéressantes. Je n'ai pas vu quelle était la question derrière. Mais quand même. Mais quand même, je vais un tout petit peu rebondir. Parce que tu as parlé de Rima Hassan. D'accord. Et donc, question de la légitimité de... Non, moi je voudrais juste dire quelque chose. On a parlé précédemment, dans la question précédente, de qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on doit faire. J'ai été très impressionné, je dois vous dire, il y a 3 semaines de cela, par une conférence qui a été donnée par un médecin toulousain qui s'appelle Khaled Ben Boutrif, qui est passé 3 semaines à Gaza en janvier-février
et qui à l'heure actuelle va dans différents quartiers, différents endroits pour témoigner de ce qui s'y passe et de ce qu'il lui a vu et vécu comme médecin. C'est assez dur, mais je suis allé à plein d'exposés, plein de conférences sur la Palestine depuis 25 ans. Et c'était la première fois où j'entendais un orateur terminer par une consigne extrêmement simple. Il a dit « votez ». Voilà. Juste pour compléter la remarque de Yves, Israël elle a accepté le droit du retour à la conférence de Lausanne en 1948 avant l'admission à l'ONU, mais c'était justement en vue d'être admis à l'ONU, mais elle a oublié sa signature. Il a oublié sa signature tout de suite après. Alors, on prend encore une question. Bonsoir, merci pour votre intervention. Je voulais vous demander, selon vous, quelle va être la suite donnée aux 2 mandats d'arrêt formulés par la CPI à l'encontre de Netanyahou. C'est clairement historiquement quelque chose de fort, mais on s'interroge, en tout cas moi, à mon niveau, je m'interroge concrètement sur ce que cela va vraiment pouvoir apporter. Merci. Bien. Je pense que nous avons la réponse nous avons déjà la réponse. Pour la première fois, les États-Unis se sont abstenus et donc ont laissé passer une résolution du Conseil de sécurité demandant des choses précises à Netanyahou et à l'État d'Israël. Ça remonte à peu près à l'année. Vous avez vu les conséquences, zéro. Et pourtant, le Conseil de sécurité est l'instance internationale dont les écrits ont valeur de décision, contrairement au vote de l'Assemblée générale des Nations Unies. Quand on parle des 60-80 résolutions des Nations Unies dans lesquelles Israël n'a pas tenu compte, il s'agissait de résolutions du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale, qui n'ont aucune valeur d'ordre, disons, de décision. Le Conseil de sécurité, c'est le contraire. Le Conseil de sécurité, ces décisions sont normalement à application immédiate. Et aucune application. J'ai très peur que pour la Cour pénale internationale, outre le fait qu'il s'agit simplement à l'heure actuelle disons, d'une inculpation, il n'y a rien de plus que, bon, à partir de là, on demande à pouvoir enquêter. Évidemment, Israël n'ouvrira pas ses frontières à aucun magistrat qui pourrait être contre Netanyahou ou contre n'importe quel autre dirigeant d'Israël. Ça n'existe pas, ça, en Israël, ces choses-là. Quand vous voyez que les 3 derniers hauts représentants de la Commission des droits de l'homme de l'ONU ont été interdits même de passer l'aéroport de Tel Aviv, vous savez très très bien que ça n'aura aucune suite. Alors, la seule conséquence pratique que je peux voir, c'est que peut-être Netanyahou aura quelques difficultés à sortir physiquement pour aller dans certains pays. Mais bon, j'ai bien peur que ça n'aille pas beaucoup plus loin que ça. Bonsoir. Merci pour votre exposé général. Ce que j'ai remarqué sur la fin, c'est à la fois une partie en vous qui relève de l'espoir et une autre partie qui relève plutôt des inquiétudes. Et dans tout ce que vous avez dit. Alors moi, ce qui m'interroge en fait depuis fort longtemps, hein, puisque bon, la cause palestinienne est une cause comme n'importe quelle autre cause, comme la cause justement sur la révolution de l'Algérie et de la FLN. Mais ce qui m'interroge, c'est, on a parlé depuis le 7 octobre du Hamas, mais à aucun moment on a parlé du Hezbollah.
alors que le Hezbollah est une force bien plus importante. Et là où je m'interroge, c'est des négociations qu'il pourrait y avoir, parce qu'en fait, elle a un but précis, hein, cette guerre, comme il l'intitule, mais c'est plus de 75 ans d'occupation des terres palestiniennes. C'est un génocide qui a eu du mal à prendre place dans le langage des politiques et de certains militants, qui aujourd'hui commencent à être formés parce que justement il y a eu des prises de position très claires de certains pays, entre autres l'Espagne depuis le début, qui a affirmé haut et fort la légitimité de la Palestine par la création de son État, et que d'autre part, la France est complètement absente de tout esprit en ce qui concerne la question des principes des droits de l'homme, alors qu'on sait que la Révolution française a eu des aspects de parenthèse avec ce qui se passe actuellement en Palestine. Alors, vous avez parlé justement des négociations que pouvait avoir Israël en déplaçant des populations palestiniennes dans certains pays. Peut-être je dis mal les choses, mais enfin en tout cas, voilà, là je m'interroge. Et la question économique, parce que c'est une question principale dans ce qui se passe actuellement. Et puis Gaza, qui est une terre qui va être complètement détruite, comme vous l'avez expliqué, où il n'y aura plus rien à faire, puisqu'elle sera complètement polluée par des produits chimiques. Et aujourd'hui, le Hamas, qui est quand même le mouvement révolutionnaire légitimé par la population de la Palestine, et qui est considéré comme un mouvement terroriste. Et donc voilà, moi c'est toutes ces petites questions, il n'y a pas de questions en particulier, mais c'est simplement des interrogations, surtout sur la question du Hamas et du Hezbollah. Merci. Bon. Sur la question, alors, vous avez accordé effectivement plusieurs questions. J'ai utilisé le mot négociation tout à l'heure, mais négociation n'était peut-être pas le bon terme. J'aurais dû plutôt parler de tractation, parce que ce sont des choses qui se passent directement entre État et État, éventuellement accepter un certain nombre de réfugiés palestiniens. Évidemment, Israël offre un certain nombre de compensations. Bon, vous savez par exemple que pour le Rwanda, ils peuvent très très bien faire une réduction sur le tarif du logiciel Pegasus que le Rwanda a acheté à Israël, ou faire des arrangements comme ça. Israël a le moyen de faire beaucoup d'arrangements avec beaucoup de pays, et puis il y a des pays qui sont des alliés très très forts d'Israël, qui eux ne se poseront aucune question, et dans lesquels les populations ne poseront aucune question. Je pense à l'Inde en particulier, qui est effectivement un des alliés les plus utiles au dehors du soutien politique à Israël en ce moment. Bon, l'autre, alors question Hezbollah, Hamas. Oui, le Hezbollah représente une force de résistance beaucoup plus importante que celle du Hamas, ça ne fait absolument aucun doute. La raison pour laquelle on n'en parle pas, c'est pas parce qu'on ne veut pas parler de Hezbollah, c'est parce qu'on ne veut parler que de Hamas. Le Hamas a effectivement acquis une, entre guillemets, très mauvaise réputation à la suite du 7 octobre. Ça ne fait rigoureusement aucun doute. Bon, il se trouve que je suis un petit peu, à l'heure actuelle, en train de travailler sur le 7 octobre, et je peux dire que mon examen de ce qui s'est passé ce jour-là, aussi détaillé que possible, me permet, je le dis, c'est la première fois que je le dis en public, de conclure que les combattants palestiniens n'ont fait aucune différence entre civils et militaires ce jour-là. Maintenant, je ne saute pas au plafond et je ne hurle pas
à la suite de ça, quand je sais à quelle école ils ont été formés. Ils ont été formés tout simplement à l'école des comportements israéliens, qui eux ne font pas de différence entre civils et militaires depuis de nombreuses années, et ont pour coutume, à chaque fois qu'il y a un mort israélien, de tuer 100 Palestiniens. Et les Palestiniens, ils les prennent hommes, femmes, enfants, peu importe. Et ça s'est passé à Gaza au moins 3 fois majeur avant. Je ne parle même pas des snipers qui tirent sur des civils désarmés. Donc je veux dire que dans cette horreur-là, il faut l'admettre, effectivement, mais nous, on peut comprendre ça. Parce qu'on est des militants et qu'on n'est pas naïfs et qu'on sait ce que c'est qu'Israël. Et donc, quand il y a de tels comportements qui sont pris par les Palestiniens, on peut dire c'est le résultat, c'est pas parce que les Palestiniens sont historiquement des méchants. Il n'y a pas plus. Moi, je suis très frappé au niveau du recul historique par le contraire. Les Palestiniens ont été très peu résistants. Si vous regardez, en 1948, qui s'est battu contre les expulsions? 5000 combattants palestiniens en tout sur le pays. 4000 peut-être avec le groupe de Hamsaini et 1000 qui ont été rejoindre la milice irakienne qui était dans le nord, du côté de Naplouse et tout ça. Pas plus que 1000, à tel point d'ailleurs que le commandant de cette milice se plaignait. Il écrivait de ne pas trouver plus de soutien de la part des Palestiniens. Enfin, merde, on est en train de les chercher chez eux. Nous avons des armes, etc., etc. Ils peuvent venir et combattre avec nous. Et en fait, toute l'histoire de la Palestine, il n'y a jamais eu d'État palestinien avant. Il n'y a pas de tradition militaire. Il n'y avait pas de tradition militaire. Donc, cette absence de tradition militaire, ce fait que, bon, c'est un pays, disons, de gens pacifiques, pour beaucoup qui sont simplement des paysans avec des bisbilles de village à village, mais ça mène pas très très loin, a fait qu'effectivement, ça a beaucoup favorisé la colonisation dans tous ces aspects militaires. Maintenant que l'on en vienne à voir que dans l'état où les Israéliens ont mis les Palestiniens maintenant, qu'il y ait maintenant des groupes qui sont des groupes qui, eux, ont une volonté de résistance militaire et qui, eux, disent les méthodes qu'ils utilisent contre nous, nous pouvons les utiliser en retour, moi ça ne me choque pas. On peut le déplorer, parce que c'est malheureusement, on déplore toute situation dans laquelle la vie politique se fait par la domination d'un groupe sur un autre. Bon, je ne suis quand même pas au Hilouf, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Mais bon, ça fait qu'effectivement, on parle beaucoup plus de Hamas. Hamas a été comparé comment ISIS, là, c'est comment ça s'appelle en français, Daesh, voilà. Voilà, on va remercier chaleureusement Jean-Pierre pour cette explication.